En même temps que se signait le traité de Lisbonne, se poursuivait l'offensive des États-Unis d'Amérique. Et on a vu ce que je viens de décrire pour le grand marché transatlantique se concrétiser dans la formule du grand marché transatlantique. Depuis maintenant 2005, de manière continue, de réunion internationale en réunion internationale, regroupant tantôt des parlementaires, tantôt des gouvernants, et dans la méconnaissance absolue du sujet par les citoyens, se concocte un grand marché transatlantique qui devrait aboutir en 2015 et qui abattrait toutes les barrières douanières, juridiques et autres entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Le projet est piloté, suivi par un comité commun dans lequel siègent les plus hauts responsables nord-américains et un certain nombre de responsables, si on peut les appeler comme ça, de l'Union européenne, comportant des fantoches du type de la baronne Ashton ou des personnages gesticulatoires et transparents du type de M. Barroso, mais combien d'autres avec. Et des lobbies se sont constitués transatlantiques qui intriguent au Parlement européen et avec la Commission, où, comme vous le savez, l'activité de corruption active, euphémisée sous le terme lobby, à court et illégale, agissent en toutes circonstances pour homogénéiser les législations. Et vous ne pouvez pas comprendre ce qui s'est passé, notamment avec les autorisations données de libre circulation aux hedge funds et de libre circulation aux agences de notation, si vous ne le rapprochez pas de l'idée qu'un grand marché va se constituer, que les instruments principaux de contrôle et d'évaluation du capital par les capitalistes doivent être mis en place avant et comme une concrétisation de la formation de ce grand marché. Grand marché transatlantique d'un côté, concept de smart défense de l'autre. C'est-à-dire que l'Europe et les pays qui la constituent, en bons supplétifs, se partageant la tâche de maintien de l'ordre universel avec les États-Unis d'Amérique, s'occuperaient de contenir à cet endroit du monde la menace potentielle que les États-Unis d'Amérique y voient, pendant qu'eux consacreraient l'essentiel de leurs moyens à faire face à une menace qui n'existe pas, mais qui seront créés en Asie, avec la Chine. On sera peut-être surpris de m'entendre dire une menace qui n'existe pas. Je ne me lance pas dans l'analyse civilisationnelle qui permettrait de comprendre pourquoi la Chine n'a jamais été une menace pour son environnement, parce que telle n'est pas sa culture et que lorsqu'on est un pays d'1,4 milliard d'habitants, les questions de l'expansion se posent dans des données complètement différentes de quand on est l'Espagne qui conquiert l'Amérique du Sud ou la France qui s'ouvre à un domaine colonial. Mais surtout, c'est l'ordre des grandeurs qui doit être sans cesse rappelé. J'ai dit tout à l'heure que le budget de défense des États-Unis d'Amérique avait doublé depuis la fin de la guerre froide, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une seule puissance concentre à elle toute seule le 50% du total des dépenses d'armement du monde entier. Et avec ses supplétifs et alliés directs, plus du 70 ou 75%. Face à quoi la Chine doit peut-être ou va bientôt représenter un petit 10% avoisinant en plus ou en moins, suivant la période. Je n'irai pas plus avant, mais je le pose sur la table. Je sais que d'une manière générale, je n'empêcherai jamais les griots et autres répétiteurs de ma prétendue tendresse pour la Chine, qui signalent surtout leur immense et profonde affection pour les États-Unis d'Amérique et leur capacité à reproduire les refrains des agences d'influence. Donc le concept de smart défense implique pour les Français l'acceptation, qui a été faite, d'une idée plus dangereuse que toutes les autres. L'acceptation du bouclier antimissile. Récemment, nous avons vu, à l'occasion d'une conférence confuse, François Hollande déclarer son attachement et son adhésion à cette idée. Cette idée, c'est la défaite historique
du concept français de dissuasion et d'indépendance et de souveraineté dans la défense. Il le sait. Il n'est pas conciliable de dire que l'on va mettre ce bouclier sans induire une doctrine de défense avec, qui suppose premièrement une solidarité spontanée et automatique entre tous ceux qui sont sous le bouclier, et deuxièmement, que l'on partage la capacité de sortir l'épée, car plus le bouclier est puissant, plus la possibilité de sortir l'épée est grande. Ce n'est pas du tout la conception française de défense. Dans un instant, je dirai pourquoi il serait bon d'y veiller à ce que cela ne change pas autant que cela est prévu. Nous voici donc entraînés et bientôt liés à toutes les aventures militaires qui résulteront de la crise d'hégémonie des États-Unis d'Amérique que j'ai d'abord décrite il y a un instant. Là se trouvent des dangers supérieurs à ceux qui résultent des autres situations de conflit que je ne méconnais pas, mais qui seront toutes revisitées sous cet angle par la puissance dominante. Personne ne pourra jamais expliquer ce que nous sommes en train de faire en Afghanistan, à part défendre le passage d'un pipeline qui d'ailleurs ne passera pas par là. Il n'y a aucune raison, ni aucune possibilité de victoire militaire en Afghanistan, tout le monde le sait depuis le début. Aussi longtemps que la compagnie UNOCAL a pu croire que les talibans lui faciliteraient le travail, les talibans étaient les bienvenus aux États-Unis d'Amérique. Ils ont été reçus et choyés. Et on s'accommodait fort bien et de la charia et du voile. Lorsqu'une compagnie argentine s'est infiltrée dans le jeu, lorsque la Russie a commencé à avancer ses pattes, lorsque les Chinois se sont intéressés au transit du pétrole qui pourrait passer par là, tout d'un coup la situation a changé. Et à la faveur d'un drame, celui du 11 septembre, on a justifié une intervention militaire dans un endroit qui n'avait certainement rien à voir avec la catastrophe à laquelle on prétendait répondre par légitime défense. Chacun se souvient de la fuite du Mollah Omar à Mobilette et les autres épisodes de cette grande guerre et des faits d'armes qui l'ont signalé avant que nous soyons embourbés dans une situation comparable à celle qu'ont connue toutes les invasions étrangères et les interventions étrangères en Afghanistan, toutes sans exception, aussi longtemps qu'on remonte dans la mémoire humaine de l'histoire des civilisations et des grands empires. Par conséquent, la déroute cette fois-ci est assurée comme les fois précédentes. Ce n'est qu'une question de délai, mais hélas, pour nous Français, nous sommes dans la pire des situations là-bas. En effet, pour faire le malin, le président de la République a choisi de nous installer dans l'endroit le plus exposé où les États-Unis d'Amérique s'étaient cassés les dents. À présent, après nous, bien après nous, beaucoup se sont convaincus qu'il fallait quitter l'Afghanistan. Comme j'ai eu le bonheur de polémiquer avec quelques-uns d'entre eux, je reste perplexe devant la rapidité, l'ampleur et la détermination de leur conversion. Il m'a semblé qu'il y avait une relation entre le point de vue changeant des États-Unis d'Amérique et celui de l'internationale socialiste. Car aussi longtemps que les États-Unis d'Amérique estimaient nécessaire d'être en Afghanistan, on y défendait, suivant l'indépassable formule d'Alain Richard, la liberté du monde. Et puis, lorsque le président Obama, qui a dit qu'on devait se retirer d'Irak mais rester en Afghanistan, tout le monde était pour rester en Afghanistan. Le président Obama a changé d'avis, tout le monde a changé d'avis. Et maintenant, voici qu'il est question de quitter l'Afghanistan sans que personne ne s'explique bien sur les conditions dans lesquelles nous allons le faire. Et je voudrais exprimer une pensée extrêmement émue, pour ne pas en dire davantage, à l'égard de nos 4000 hommes de troupes installés sur place, avec le matériel conséquent que vous pouvez imaginer, pensant à ce que sera le retrait. Je veux bien, par souci d'une certaine cohésion nationale,
garder pour moi, à cet instant, les critiques que l'on pourrait faire et qui sont très présentes à mon esprit. Je dis seulement à M. Longuet qu'il se rassure à bon compte en se disant que du fait qu'il se trouve 4000 hommes de l'armée prétendue afghane, les troupes françaises seraient à l'abri au moment de leur retrait. J'espère que nous n'aurons pas à dépendre de la dite armée pour pouvoir nous replier correctement. Car naturellement, c'est un rassemblement de pacotilles manipulé par tout le monde, sans aucune espèce de discipline, ni cohésion, ni intérêt commun. Tout le monde y allait droit, dedans, et dès lors que l'essentiel des moyens de coercition auront disparu, tout ça retournera à la poussière d'où cela a été tiré. Je n'en dis pas plus pour l'instant, et je fais un retour maintenant sur le début de mon exposé, car je vais solliciter davantage encore votre patience. J'ai dit que le premier élément de bifurcation de l'histoire humaine était l'évolution de la superpuissance nord-américaine et sa crise d'hégémonie. Mais il y a une deuxième cause extrêmement importante de bousculade de l'ordre géopolitique, c'est la crise écologique.